Le mot de passe. Chaussette. Au suivant. RPZ 37SUBNBNOW. Vous êtes un malin, vous. Cet épisode est sponsorisé par NordPass, le service de gestion de mots de passe qui vous permettra de ne plus jamais oublier vos identifiants. Retrouvez plus d'informations en fin d'épisode ou sur nordpass.com. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour un choc des titans avec un beau match entre Staline et Tito. Et oui, parce que quand on évoque le bloc de l'Est, on pense à l'URSS bien sûr, mais il ne faut pas oublier les démocraties populaires. Des États qui étaient largement administrés par Moscou durant la guerre froide. Et pourtant, il existe quand même une exception majeure à cette règle, la Yougoslavie. En effet, bien avant la dissidence chinoise maoïste, la Yougoslavie du maréchal Tito a rapidement rompu les liens avec Moscou et développé une alternative au communisme d'État à la fois sur le plan théorique et pratique. On va donc tâcher d'expliquer cette marginalité dans le monde communiste, mais pour bien comprendre ces réalités, il nous faut d'abord répondre à cette question. C'est quoi la Yougoslavie ? La Yougoslavie est la matérialisation historique d'un rêve formulé au XIXe siècle par des intellectuels principalement croates. Leur idée est simple. Ils souhaitent réunir les populations slaves du Sud, les Yougoslaves, dans un unique État afin de contrecarrer l'influence de l'empire austro-hongrois voisin. Ces peuples yougoslaves, c'est les Bulgares, les Croates, les Macédoniens, les Monténégrins, les Serbes et les Slovènes. Ça fait du monde. À la fin de la Première Guerre mondiale, les grands empires éclatent. On peut alors redéfinir les contours géographiques des États en Europe balkanique et la réalisation de ce rêve devient désormais possible. C'est ainsi que le 1er décembre 1918, un royaume des Serbes, Croates et Slovènes est proclamé avec à sa tête le roi Pierre Ier. Cependant, le régime est particulièrement centralisé à Belgrade et donne la part belle aux Serbes au détriment des autres peuples. En plus de ça, il faut que des populations qui ne possèdent ni la même langue, ni la même religion, ni le même alphabet puissent cohabiter tous ensemble. L'hégémonie des Serbes met donc à mal l'unité de la jeune monarchie. La première décennie du pays est marquée par des événements chaotiques et dramatiques tels que le meurtre de plusieurs députés en plein Parlement le 20 juin 1928. Pour y remédier, Alexandre Ier, devenu roi en 1921, suspend la constitution et instaure une dictature de 2 ans afin de réformer le pays. Il devient alors le royaume de Yougoslavie en 1929. Les changements qu'Alexandre Ier tente d'imposer au peuple n'empêchent pas son assassinat en 1934 par des ultranationalistes croates. Dommage car les réformes du pays semblent finalement porter leurs fruits, mais dans tous les cas il est trop tard, car la Seconde Guerre mondiale est imminente. La Yougoslavie parvient à se maintenir en dehors de ce conflit jusqu'au 6 avril 1941, au moment où Adolf Hitler, souhaitant stabiliser la situation dans les Balkans avant de se tourner vers l'URSS, lance une offensive rapide et brutale contre le pays. Après un bombardement dévastateur sur Belgrade, les troupes de l'Axe envahissent la Yougoslavie qui capitule officiellement le 17 avril. Son territoire est partagé entre les vainqueurs et 2 États collaborationnistes, un Croate et un Serbe, sont créés. On peut tout de même noter que dès juin 1941, certaines populations prennent les armes pour s'opposer aux massacres commis par les occupants. 2 mouvements de résistance voient alors le jour. Tout d'abord, les Tchekniks, menés par le colonel Dragoljub Mihailović, qui défendent une Yougoslavie monarchiste dominée par les Serbes, un mouvement soutenu par le gouvernement royal en exil à Londres. Et les partisans des communistes menés par le maréchal Josip Broz, dit Tito, qui défend une vision marxiste et fédérale de la Yougoslavie. On a 2 mouvements qui sont profondément incompatibles dans leur idéologie même. Alors autant vous dire que la collaboration entre eux pour bouter l'occupant hors du territoire, elle n'existe pas et rapidement ils s'engagent dans une lutte à plus long terme pour la prise de pouvoir après la guerre. Finalement, après plusieurs années de lutte acharnée, les partisans parviennent à arracher la victoire dans leur pays, et le 29 novembre 1945, ils proclament la République populaire fédérative de Yougoslavie. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est extrêmement lourd pour le pays. On compte près d'1 million de morts, 20% des habitations sont détruites, ainsi que 50 à 60% des installations agricoles et industrielles. Au sein de cette société déchirée, il n'existe qu'un unique gagnant, le Parti communiste yougoslave, ou PCY. Mais la marche irrésistible vers l'hégémonie de Tito et des communistes n'est pas uniquement due à leur talent pour éliminer les adversaires et les rivaux potentiels dès la fin de la guerre.
En effet, il ne faut pas négliger les propositions politiques du PCY, telles que l'alphabétisation et les possibilités de promotion sociale, qui étaient totalement impossibles sous le régime royal. En plus, les partisans victorieux réactivent le rêve yougoslave, ce qui est plutôt accueilli avec enthousiasme par une large portion de la population qui, en ces temps difficiles, recherche la paix et l'unité. À la sortie de la guerre, la Yougoslavie se distingue des autres démocraties populaires par deux aspects. Le premier tient à sa libération, qui contrairement aux autres pays d'Europe orientale, s'est quasiment déroulée sans l'intervention de l'armée rouge. La majeure partie de la reconquête a été effectuée par un mouvement populaire qui a chassé l'occupant et porté Tito au pouvoir. Du coup, aucune troupe soviétique ne stationne dans le pays en 1945. Mais ça veut pas dire que la Yougoslavie et l'URSS ne vont pas entretenir des liens étroits quand même. Le second concerne la liberté de manœuvre des partisans. Les principaux opposants ont été éliminés physiquement soit pendant la guerre, soit à la libération par Tito, ce qui fait des communistes la seule force politique du pays. L'État et la police politique sont donc autonomes. La Yougoslavie n'est pas tributaire des directives soviétiques. Profitant d'une grande liberté d'action dans son pays, Tito engage la fédération yougoslave dans la première tentative d'application du modèle soviétique, si l'on accepte le cas de la Mongolie. D'un point de vue politique, l'organisation théorique du pouvoir copie très fidèlement le schéma stalinien. Et pour cause, l'Assemblée constituante adopte le 31 janvier 1946 une constitution calquée sur le modèle soviétique de 1936. En matière économique, le gouvernement fédéral est le premier en Europe orientale à appliquer un plan quinquennal, de 1947 à 1951, qui, copiant la politique du Kremlin, prévoit un bond rapide de l'industrie lourde. De même, des sociétés mixtes soviéto-yougoslaves, spécialisées dans l'aviation et la navigation fluviale, sont constituées pour sceller la coopération des deux pays. La culture et l'idéologie sont aussi le ciment de l'amitié soviéto-yougoslave. Outre la traduction des 3 tomes du Capital de Marx, un culte de la personnalité reprenant les standards de Moscou est porté à Staline et Tito. À l'image du grand frère russe, les métiers artistiques sont fédérés au sein d'unions et doivent s'engager dans la voie du réalisme socialiste. Enfin, en matière de relations internationales, la Yougoslavie s'engage sur le front anti-impérialiste en faisant abattre, en août 1946, un avion américain qui survolait son espace aérien. Ah, ils rigolent pas les Yougoslaves. La fédération défend en tout cas vigoureusement ses prétentions nationales face à l'Italie et l'Autriche, tout en signant une série de traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec les pays voisins, avant même que l'URSS ne l'ait fait. Enfin, ce sont les Yougoslaves qui sont chargés de mener l'offensive contre l'opportunisme et la déviation des partis communistes français et italiens qui souhaitent accepter le plan Marshall américain en 1947. Pour être tout à fait clair, ce dynamisme politique, culturel, économique du pays va mettre la Yougoslavie en tête du peloton des satellites soviétiques. Contrairement aux pays voisins libérés ou occupés par l'armée rouge qui, eux, s'avancent lentement vers la voie du socialisme, la Yougoslavie, elle va brûler toutes les étapes. Se targuant d'être le champion du communisme pur et dur, Josip Broz s'apparente alors au poulain de Staline. Le maréchal passe pour le plus intransigeant des chefs des démocraties populaires et on le voit déjà à la tête d'une fédération balkanique regroupant la Yougoslavie, la Bulgarie et l'Albanie. La volonté yougoslave d'appliquer le modèle soviétique, elle est donc indéniable, mais en réalité, le rythme effréné de cette application, il va pas du tout convenir à l'URSS. Staline, il va reprocher à Tito de brûler les étapes en politique intérieure et de jouer les incendiaires sur la scène internationale. Pire encore, les initiatives du maréchal yougoslave, elles font désormais craindre au petit père des peuples qu'il ne devienne un rival plus qu'un subordonné. Aveuglés par le prestige de Tito dans le monde communiste, les observateurs occidentaux ne perçoivent pas que la rupture avec l'Union soviétique est proche. Le premier prétexte au schisme yougoslave a lieu en février 1948, lorsque des délégations yougoslaves et bulgares sont convoquées à Moscou pour négocier les contours du projet de fédération balkanique. Les représentants donnent leur accord de principe. Mais les Yougoslaves sont en désaccord sur la forme de cette idée. Pour faire simple, ils souhaitent avaler la Bulgarie plutôt que de créer une fédération regroupant les deux pays. Dès lors, des reproches violents sont exprimés par Moscou envers Belgrade. Le 19 mars, les soviétiques rappellent l'ensemble de leurs conseillers militaires installés en Yougoslavie. Et quelques jours plus tard, le 27 mars, Staline et Molotov, le ministre des Affaires étrangères et bras droit de Staline, publient une lettre résumant l'ensemble des griefs adressés à Tito et à son gouvernement. Celle-ci affirme, entre autres, que les Yougoslaves accusent l'Union soviétique de chauvinisme, d'exploitation économique,
que le socialisme en URSS a cessé d'être révolutionnaire et que seule la Yougoslavie est porteuse du socialisme. Le Kremlin poursuit en affirmant qu'il est risible d'entendre de tels propos de la part de marxistes douteux comme ceux du gouvernement de Belgrade, et enfonce le clou en glissant cette phrase pleine de sous-entendus « Nous pensons que la carrière politique de Trotsky est pleine d'enseignements ». Au cas où vous connaissez pas le contexte, Trotsky s'était opposé à Staline et il a été assassiné alors qu'il organisait ses partisans. Autant vous dire que c'est l'ambiance quoi. Enfin connaisseur des pratiques moscovites, Tito prend les devants. Il purge de ses rangs près de 36 000 fidèles du Kremlin, dont 3 généraux sur lesquels l'URSS comptait pour conduire un putsch. Les Yougoslaves perçoivent les reproches de l'Union soviétique comme une véritable trahison. Mais Moscou refuse tout compromis et formule de nouvelles accusations. Des rancœurs soviéto-yougoslaves datant de la Seconde Guerre mondiale sont alors exhumées. Les uns dénoncent l'arrogance des partisans, les autres les exactions commises par l'armée rouge sur le territoire serbe. Il est clair, au regard des différentes lettres émises par le Kremlin, que les autorités soviétiques cherchent à convaincre les leaders yougoslaves de changer de comportement et donc de se débarrasser de Tito. Mais c'est assez mal connaître l'animal. L'épisode final de cette rupture a lieu le 28 juin 1948, lorsque le Cominform, l'organisation centralisée du gouvernement communiste international, publie une déclaration condamnant la déviation yougoslave. Le monde, encore aveuglé par le prestige du maréchal, est ahuri. Mais pour beaucoup à cette époque, rompre avec l'URSS et renier Staline est inimaginable. Les soviétiques notamment s'imaginent qu'il s'agit d'une banale affaire interne à l'ordre communiste, où un leader un peu trop indépendant doit être remplacé par un autre plus contrôlable. Les occidentaux ils vont avoir le sentiment que la querelle elle est plutôt idéologique, mais en fait pas du tout, parce que Tito il a pas encore créé une nouvelle idéologie communiste. C'est donc pas vraiment pour cette raison qu'il est condamné par le Cominform. Jusqu'en 1948, la Yougoslavie adopte un stalinisme pur et dur. Et c'est uniquement après sa rupture avec Staline que Tito développe un communisme marginal et indépendant de Moscou. Son éviction est une affaire de stratégie politique. Le maréchal démontre toutefois ce qui fera sa longévité politique et son excellente réputation, son art de s'adapter aux circonstances afin d'en tirer le meilleur profit. Aujourd'hui, les sources et les documents publiés laissent largement entendre que cette rupture avec Tito, elle est finalement décidée et voulue par Staline. Et elle serait le fruit, on va dire, d'une volonté de resserrer les rangs du camp socialiste dès le début de l'année 1948, et donc, vraisemblablement, de se débarrasser d'un Tito qui était trop populaire et indomptable. Avec le schisme yougoslave, les Occidentaux sont persuadés que les jours du régime de Tito sont comptés, loupés. Le maréchal est entouré de ministres fidèles, que la guerre a solidement soudés, et il dispose d'une assise populaire réelle. Mais ça ne veut pas dire que la politique du pays ne va pas être durablement marquée par cette rupture. Dans un premier temps, l'excommunication stalinienne conduit le régime titiste à un isolement total et à un durcissement idéologique. Soucieux de répondre par des actes aux provocations du Cominform, les Yougoslaves s'acharnent dans le modèle stalinien en nationalisant et en imposant des planifications administratives à l'ensemble des secteurs économiques. Cette marche forcée dure jusqu'en 1951 et se révèle vite catastrophique. La production s'effondre, les denrées se raréfient, les pénuries se multiplient. La fédération, qui subit depuis 1949 un blocus économique total organisé par l'URSS et ses alliés, doit donc trouver une nouvelle voie économique. Le pragmatisme. Et le pragmatisme va devenir une caractéristique majeure du régime de Tito. Face à l'impossibilité de trouver des financements à l'Est, la Yougoslavie va se tourner logiquement vers l'Ouest, vers les États-Unis, la France ou encore la Grande-Bretagne. Et bien évidemment, l'exercice de séduction il va être assez difficile, puisqu'il faut vaincre les réticences des deux côtés, en présentant un communisme au visage plus humain et en justifiant le changement de cap en interne. L'illumination arrive en 1950, lorsque les dirigeants yougoslaves se plongent dans les classiques marxistes. Ils y théorisent alors qu'il n'existe pas de voie unique vers le socialisme, mais que chacun des partis communistes est libre de choisir la sienne en fonction de ses aspirations nationales. Ils dénoncent également les erreurs de la pratique stalinienne, qu'ils qualifient de réactionnaire et de trahison au socialisme. Ils proposent alors une nouvelle voie, l'autogestion, c'est-à-dire la prise en main des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes. Les réformes menant vers ce modèle débutent dès le printemps 1950. Les pouvoirs des conseils ouvriers par rapport à la bureaucratie sont renforcés.
À l'échelle du pays, c'est la même chose. Les compétences municipales et républicaines se développent aux dépens de la fédération. D'ailleurs, pour bien comprendre l'idée derrière tout ça, le Parti communiste yougoslave va prendre le nom révélateur de Ligue des communistes de Yougoslavie en 1952. Les mots d'ordre se résument à 3D. Démocratisation, décentralisation et désétatisation. S'il existe une incontestable ouverture dans les domaines intellectuels et culturels, c'est principalement dans le domaine économique que la Yougoslavie connaît un essor exceptionnel. Les efforts en matière de santé et d'éducation contribuent également à une augmentation majeure du niveau de vie des populations. Avec la mort de Staline, le 5 mars 1953, les relations soviéto-yougoslaves connaissent une amélioration, mais malheureusement, elle n'est que temporaire. Dans l'ensemble, au moins jusqu'aux années 60, les relations entre les deux pays sont en dents de scie. Ce qui ne représente pas pour la Yougoslavie une épine dans le pied puisqu'elle a, entre-temps, habilement modifié son positionnement international. Sensibilisé à l'émergence politique du tiers-monde lors de la conférence de Bandung en avril 1955, Tito noue des liens d'amitié personnels avec le premier ministre indien Nehru et le président égyptien Nasser. C'est autour de ces trois individus que se fonde le mouvement des non-alignés, dont la première conférence se tient à Belgrade en septembre 1961. Ce mouvement rejette la logique d'affrontement des blocs USA-URSS et fait, au contraire, la promotion de la coexistence pacifique. Même si cette organisation n'arrivera jamais à constituer un véritable troisième pôle mondial, on ne peut nier l'immense prestige international qu'elle a conféré à la Yougoslavie pendant près de 25 ans. De par ses fréquents voyages à travers le monde, la popularité de Tito a été planétaire, et elle a permis de faire connaître la spécificité unique de la Yougoslavie aux yeux du monde. Si la rupture entre la Yougoslavie et l'URSS le 28 juin 1948, elle est malheureusement largement méconnue du grand public, faut pas sous-estimer ses répercussions d'ordre mondial. Elle se déroule au cours des premiers instants de la guerre froide, au moment même où la vision d'un monde bipolaire s'impose comme une évidence. Or, force est de constater que le cas yougoslave fait voler en éclats cette vision bipolaire du monde d'après-guerre, que l'on essaye, de part et d'autre du rideau de fer, de graver dans les esprits à grand renfort de propagande. Cette rupture n'est d'ailleurs pas perçue de la même manière des deux côtés du mur. Pour les Occidentaux, la Yougoslavie est une anomalie, une bizarrerie communiste, avec laquelle il est toutefois possible de communiquer, même si l'étoile rouge sur son drapeau et son vocabulaire marxiste n'en font pas moins un pays du bloc de l'Est. Pour Moscou et les démocraties populaires, le schisme yougoslave est une honte, un scandale politique, qui remet en cause le fonctionnement hiérarchique implicite du monde communiste. En effet, alors qu'une vision unique et centralisée du communisme s'est développée en URSS jusqu'en 1945, le cas yougoslave soulève la question du polycentrisme. Ce problème constitue un enjeu majeur pour Moscou dans les décennies à venir et finira même par faire des ravages avec les dissidences albanaises en 61 et surtout chinoises de 1960 à 1964. Pour résumer cette aventure, en gros, même si le modèle politique développé par Tito, qu'on appelle le socialisme autogestionnaire, il a beaucoup fasciné les intellectuels occidentaux, c'est bien plus encore les bouleversements qu'il entraîne sur l'échiquier mondial et dans le monde communiste en général, qui fait du schisme yougoslave un événement capital de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà les amis, j'espère que cet éclairage sur cette période assez complexe de l'histoire vous permettra d'y voir plus clair. Je souhaitais remercier Alexis Landreau, dont la spécialité est justement l'histoire de la Yougoslavie, pour avoir préparé cette émission. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom, Analeps. Comme indiqué en début de vidéo, cet épisode est sponsorisé par NordPass, un service que j'utilise personnellement depuis quelques temps et qui me facilite pas mal la vie. NordPass, c'est un service qui vous permet de gérer vos mots de passe. Et oui, c'est fait par la même société qui gère NordVPN. Avec NordPass, vous avez un endroit où stocker tous vos mots de passe en sécurité et vous pouvez remplir de manière très facile vos identifiants tout en naviguant sur vos sites web habituels. De mon côté, j'ai commencé à l'utiliser après une énième tentative de hack sur mes comptes. Et pour dire vrai, je me suis fait pirater mon Spotify, et si le type était pas méchant, il écoutait vraiment de la daube, et il me pourrissait toutes mes playlists. C'est une histoire vraie, je vous jure. Bref, j'ai passé une petite soirée à sécuriser tous les sites et tous les accès que j'avais en mettant des mots de passe différents et très compliqués à chaque fois que NordPass peut générer tout seul comme un grand. Pour en savoir plus, je vous invite à aller faire un tour sur nordpass.com.
Vous pouvez télécharger une version gratuite du service, à savoir qu'il sera alors limité à un appareil et qu'il faudra payer un abonnement pour bénéficier de NordPass sur tous vos appareils PC, Mac, Android et iOS. Je vous le conseille assez fortement si vous kiffez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Nota Bene. Salut!